Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Gabriel Stern, bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque magnifique consacré à Franz Liszt. C'est 12 études d'exécution transcendantes, disque qui vient de paraître pour le label Mirare, programme que vous allez donner tout au long de l'été, notamment le 26 juin prochain dans ce lieu sublime qu'est la Grange de Melay. C'est la première fois que vous y jouerez, Gabriel Stern ? Oui, ce sera la première fois. Et vous y êtes allé assister à des concerts déjà dans ce lieu mythique. C'est vraiment une première. Lieu qui avait été découvert donc par Sviatoslav Richter. Est-ce que ça fait partie des pianistes qui sont dans votre panthéon personnel, Richter, ou alors c'était un pianiste que vous admirez, mais c'était pas un des pianistes que vous écoutiez le plus? Non, j'ai toujours une très grande admiration pour Richter, y compris dans le répertoire listien, mais pas seulement, bien sûr, dans tout. Et donc votre premier disque était consacré aux variations Goldberg de Bach, et là vous choisissez un autre monument, ces 12 études d'exécution transcendantes. Pour vous, donc vous les interprétez bien sûr en intégrale au disque, et vous les interpréterez à plusieurs reprises en intégrale au concert. Vous l'avez déjà fait, non, de le donner déjà Oui, je les donne régulièrement au concert. Avant le disque, je les avais joués une dizaine de fois. Et est-ce que pour vous c'est un cycle où tout se tient et où vous devez jouer les 12, ou alors vous pouvez en jouer une ou deux dans le cadre d'un programme consacré à d'autres œuvres? Je pense que je pourrais envisager d'en jouer des parties isolées, mais là en ce moment en tout cas j'aime bien donner le cycle parce que justement au niveau de la structure et de la forme globale, je trouve un grand intérêt à le faire, et aussi tout un voyage que j'ai plaisir à faire partager. Mais c'est vrai que alors ça commence ces études de manière particulièrement intense, avec un très bref prélude. Quand on s'assoit au piano, Gabriel Stern, pour interpréter ces 12 études, et on aborde ce prélude qui est une œuvre, c'est un peu comme le premier prélude des 24 préludes de Chopin. Enfin, il y a tout de suite une œuvre très brève. Là, on est à 45 secondes à peu près. Le prélude de Chopin, c'est une trentaine de secondes. Donc, on doit livrer tout de suite une introduction comme ça, très intense. Vous connaissez par cœur le tempo dans lequel vous allez jouer avant, ou alors c'est quand vous arrivez à votre piano, là, ça vous tombe dessus C'est vrai que c'est assez spécial de commencer un cycle de cette manière, et c'est aussi un grand défi pour l'interprète. Tout est un grand défi dans ce cycle. Tout est un grand défi, mais ce début est justement très typiquement listien, avec on connaît son tempérament, sa personnalité très extravertie en fait, et sa grande carrière de virtuose. Donc c'est un peu le défi que pose le cycle par la suite, mais ça c'est plutôt moi je le ressens comme un lever de rideau assez éblouissant. D'ailleurs donc c'est un peu l'esprit que vous essayez, ce décor que vous essayez de planter quand vous commencez. Après, il y a cette deuxième étude qui, elle aussi, est très intense, ce Molto Vivace. C'est ça, les deux premières études sont très très courtes et très difficiles à jouer au tout début du cycle. Mais après, ça prend vraiment... ça se calme beaucoup avec le paysage et Mazeppa, la partie centrale. Bon, Mazeppa, c'est monstrueux. Non? Oui, mais quand même, on a quand même déjà le temps de dire les choses, parce que c'est une des études les plus longues. Donc on a le temps avec la partie centrale aussi, de conter l'histoire. Je le disais, Gabriel Stern, votre premier disque était consacré aux variations Goldberg de Bach, et là vous faites un peu le grand écart avec cet autre chef-d'œuvre qui est ce cycle des 12 études d'exécution transcendante. Vous êtes passé d'une musique éblouissante, mais avec un caractère quand même très structuré, très intellectuel, à une musique non peut-être pas plus démonstrative, mais où la difficulté technique est égale à celle des variations Goldberg, mais est encore plus flamboyante.
C'est vrai que c'est évidemment très très différent, mais j'ai ressenti quand même une proximité dans un sens avec ces deux cycles parce que je les ai tous les deux joués régulièrement en concert et très, c'est très différent, mais quand même au niveau de la concentration et de la structure globale, tous les deux demandent un très grand sens de la construction et de maîtrise aussi du texte et voilà d'aboutissement. Oui. Mais ces 12 études d'exécution transcendante dont vous livrez un éblouissant enregistrement, vous avez été précédé par certains très grands pianistes comme Claudio Arrao ou Lazare Berman, justement un pianiste comme Claudio Arrao qui avait aussi une image assez intellectuelle, énormément, enfin très très cultivée, qui abordait un répertoire qui se partageait en justement ce répertoire éblouissant et puis un répertoire plus intérieur. Ça a été un modèle pour vous? Vous avez cherché à vous détacher de tous ces grands modèles justement pour vous approprier ces œuvres? Claudio Arrao, c'est un grand modèle pour moi, avec Bolette aussi. Oui, aussi magnifique listien. Oui. Oui, ces deux versions-là ont été vraiment deux modèles importants pour moi, justement pour la question du texte et du sens vraiment que ces deux interprètes y trouvaient. Et je trouve que c'est justement assez rare. Bien sûr, il y a d'autres magnifiques versions, mais beaucoup d'entre elles sont pas complètes. C'est-à-dire, on a par exemple un magnifique Fofollet de Richter ou des extraits aussi incroyables de Kissin, mais ils n'ont pas donné l'intégrale. Alors c'est vrai que Claudio Arrao et Bolette sont pour moi les deux grandes références pour ce cycle. D'ailleurs, je vais peut-être vous dire, peut-être avoir un égarement. Vous parlez de Claudio Arrao, vous étudiez avec un pianiste qui me fait penser à Claudio Arrao, pas seulement par ses origines sud-américaines, mais c'est Nelson Gerner. Et j'ai quand même l'impression, mais peut-être que je m'égare, qu'il y a une proximité entre ces deux immenses artistes qui ont un peu des répertoires souvent proches. Vous avez senti ça avec Nelson Gerner, vous en avez parlé avec lui, justement de jouer ces œuvres qui ont une réputation d'œuvres d'une difficulté extraordinaire, mais qui en même temps recèlent à tous les coins de la musique, qui sont magnifiques. Oui, c'est vrai que alors, la difficulté en soi, elle existe, bien sûr, mais personnellement, j'ai pas... Enfin, ça n'a jamais été un obstacle. Bien sûr que ça prend du temps de maîtriser, de surmonter ces difficultés parce que c'est quand même nécessaire et autrement on peut pas vraiment aboutir à l'idée musicale. Mais c'est vrai que comme la musique est quand même là toujours et qu'on a une idée, on a quand même le texte sous les yeux tout le temps, il s'agit jamais d'exercice vraiment, on a quand même toujours une finalité et donc ça n'a jamais été pour moi juste les difficultés au premier plan, puis ensuite voilà. Mais donc oui. Chez Nelson Gerner, j'ai eu la chance de beaucoup fréquenter ses études avec lui, de les lui jouer et donc d'être très bien accompagné parce que lui-même les a enregistrés, joués beaucoup en concert. Donc ça m'a beaucoup encouragé dans mon travail. D'ailleurs, ces études d'exécution transcendante, en fait, Liszt en avait écrit quelques-unes quand il avait 15 ans. Et en fait, il est revenu pendant plusieurs années sur ces études pour finalement livrer la version définitive en 1851. Donc, à ce moment-là, il avait une quarantaine d'années. Donc, c'est pour lui vraiment une œuvre essentielle, ce cycle. Et c'est vraiment comme ça que je le perçois. En fait, je trouve ça assez fascinant de voir déjà les esquisses qu'il compose à 15 ans. Et c'est vrai que environ 30 ans de travail sur un cycle pareil. Et on connaît aussi la version intermédiaire avec des difficultés encore plus extrêmes, mais pas forcément, qui rendaient pas forcément justice à la musique, à mon sens. Là, cette dernière version est vraiment très équilibrée et justement... je pense que c'est la version idéale, évidemment. Et donc, cette importance que Liszt attachait à ce cycle, je l'ai toujours perçue. Et c'est vrai que j'avais joué
avant de commencer ce cycle, j'avais joué la sonate régulièrement en concert des années de pèlerinage, enfin des extraits des années de pèlerinage. Et, j'avais besoin, en fait, plus ou moins à la même période, donc après les années de pèlerinage, mais juste avant la sonate, il termine ce cycle. Et je sentais cette proximité aussi. Enfin, j'avais besoin, après la sonate, d'approfondir ma connaissance du langage lycien et de voir, en fait, en chacune de ses œuvres, un peu un panel très large et assez fascinant de sa personnalité. Gabriel Stern, vous me disiez hors micro que vous étiez né en France, vous avez vécu après vos 10 premières années en Israël et puis vous êtes revenu étudier en France. Quand vous étiez en Israël, vous ne faisiez pas de musique, alors vous écoutiez quand même du piano ou il y avait de la musique à la maison? On écoutait beaucoup de musique, enfin mes parents sont mélomanes et écoutaient déjà beaucoup de musique à l'époque. Donc j'ai quelques souvenirs d'opéra, pas forcément de piano. Mais oui, en tout cas, la musique était présente. Donc, Et alors, vous revenez en France, et alors là, vous vous mettez à étudier le piano. Vous êtes retrouvé dans un univers qui vous a porté vers l'instrument, ou c'est par hasard? Non, c'est plutôt un hasard, en fait. On a commencé... Vous êtes retrouvé dans des circonstances, c'est quoi, vous étiez au conservatoire? Oui, c'est ça. À Marseille? Je suis simplement allé suivre des cours au conservatoire à partir de ce moment-là. Et puis après, l'itinéraire d'un musicien professionnel, vous êtes retrouvé à la Haute École de musique de Genève, oui. Et donc avec Cédric Pestia, et puis aussi avec Nelson Gurner qu'on évoquait, et puis aussi une autre immense pianiste, mais ça ailleurs, Eliseo Virzaladze. Oui. Là, c'était donc juste avant le perfectionnement donc, chez Nelson Gurner. Donc, c'était de 2017 à 2019. J'ai suivi des cours avec Eliseo en Italie. Ah oui. Donc, une immense pianiste aussi, Eliseo Virzaladze. Oui. Et grande pédagogue, semble-t-il, parce que vous n'êtes pas le premier ou la première que je reçois qui a étudié auprès d'elle. Enfin, visiblement, c'est une pédagogue d'une très grande renommée. C'est une très grande pédagogue et je pense que sa personnalité en est pour beaucoup. Donc elle est très très engagée et on l'entend dans son jeu évidemment et son sens de l'écoute et de l'exigence face au texte sont très très aigus et c'était donc très formateur pour moi. C'était une autre manière d'aborder la musique. Évidemment, tous mes professeurs ont toujours été très exigeants, mais c'était une autre forme d'enseigner qui m'a beaucoup apporté. Mais alors justement, quand on se retrouve avec des pianistes de cette envergure, des professeurs aussi marquants, Cédric Pestia, Nelson Gurner, Eliseo Virzaladze, qui ont tous des personnalités très très différentes, on n'a pas peur justement d'être trop influencé par de si fortes personnalités. Est-ce qu'elles se contredisent ou est-ce qu'elles se complètent, ces trois personnalités? Alors, elles se complètent toutes les trois. Aucune ne se contredit. Bon, sauf vraiment certains détails qui sont plutôt à trancher par l'interprète, en fait. Bien sûr, on ne sait pas avoir comme des contradictions, mais c'est vrai que en général, ce que j'en retiens, c'est justement une très grande cohésion. En fait, chacun a son exigence particulière, sa façon d'enseigner qui lui est propre. Chez Cédric, j'ai ressenti beaucoup j'étais très initié à développer beaucoup mes questionnements face au texte, à me poser énormément de questions sur le comment, le pourquoi, que j'ai pas forcément développé de la même manière chez mes autres professeurs, mais d'autres professeurs ont plutôt aiguisé une exigence gestuelle ou face au texte, en fait chacun a apporté m'a aidé à apporter des réponses qui ont toutes complété un peu mon savoir-faire en fait.
Alors, vous étiez l'année dernière déjà à la Grange de Melay, Gabriel Stern, pour un récital. Et là, vous y retournez cette année dans ce lieu mythique du piano. Vous serez aux côtés de l'Orchestre Symphonia Varsovia sous la direction, alors qu'il veuille bien m'excuser, je vais très mal prononcer, Aziz Shorakimov. Et vous jouerez les 2 concertos de Liszt, rien que ça. Et il y aura aussi Nelson Görner qui, lui, jouera la Totentanz de Liszt dans le même concert. C'est émouvant, ça, le maître et son disciple. Ouais, c'est très émouvant. C'est une idée de qui, ça? De René Martin ou de... Ouais, exactement. Bon, c'est une magnifique idée. Donc vous jouerez les 2 concertos de Liszt. Vous aimez bien les défis, Gabriel Stern? Alors, encore une fois, oui, bon, on peut le voir comme un défi, mais c'est vrai que je me sens très proche de cette musique. J'ai toujours, depuis longtemps, depuis le début en fait, ma découverte de ce compositeur, j'étais attaché à sa personnalité qu'on ressent dans sa musique, très généreuse. Et je trouve que dans la musique de Liszt, il y a quelque chose, en tout cas à mon sens, de très libérateur, le fait de la jouer. Et donc j'aime beaucoup ça. Et les 2 concertos de Liszt, c'est aussi la même période que les études, plus ou moins, enfin à peu près. Hein. Et je ressens une continuité en fait. Je me souviendrai de cette formule, une musique très libératrice. Je la redirai dans les dîners en ville sans dire que c'est de vous, Gabriel Stern. Je trouve que c'est une belle définition de la musique de Liszt, qui a effectivement cette générosité thématique, mélodique. Et en plus, je pense que vous voulez montrer que c'est pas seulement de la virtuosité, que c'est de la musique. Et chercher la musique derrière ces notes. D'ailleurs, quand on écoute ces études d'exécution transcendante, bon, il y a Mazeppa qui est un des morceaux de bravoure, une musique d'une difficulté extrême. Il y a Les Feux Follets, qui est quand même un des chefs-d'œuvre parmi ces 12 études d'exécution transcendante, qui est une musique sublime, Les Feux Follets. Complètement, au contraire de Mazeppa, immatériel et volant. Et puis, il y a des études plus lentes, comme Paysage. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a des études qui, la plupart, ont des noms, comme Paysage, Mazeppa, Feux Follets, Vision, Eroica, Ville de Jagd ou Ricordanza, ou Harmonie du Soir ou Chasse-Neige. Et puis il y en a qui n'ont pas de nom du tout. On s'interroge, la raison pour laquelle Liszt n'a pas donné de nom, ou alors on n'a pas d'explication, Gabriel Stern. On n'a pas de cueil à froid là. J'ai pas d'explication particulière. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les 2 en question sont molto vivace. Et Allegro agitato, il me semble, Allegro agitato. Oui, molto. Et en fait, ça dit déjà long sur le caractère, donc c'est déjà suffisant. Après, voilà, je n'ai pas d'explication. Non, et je voulais pas c'était pas une colle que je voulais vous poser, Gabriel Stern. Donc vraiment, entre les études d'exécution transcendante dans la Grange de Melay le 26 juin, et puis dans d'autres lieux, dans le cadre des festivals cet été, et puis ce concert le 12 août prochain dans le parc du Château de Florent de la Roque d'Enterron, beaucoup de listes à votre répertoire. Ça date de quand cet amour de la musique de Franz Liszt? Depuis toujours ou depuis toujours, on peut dire, en fait, depuis environ mes 14 ans, quelque chose comme ça. C'est quoi, vous avez écouté un disque ou alors vous avez joué avec un de vos maîtres du Liszt et l'étincelle est arrivée? Je jouais un petit peu Liszt, je jouais notamment le Venezia et Napoli ou d'autres œuvres de Liszt, des sonnettes de Pétrarque. Voilà. Des années de pèlerinage. Voilà, oui. Mais aussi à la même époque, j'écoutais beaucoup Xifra, qui a eu une importance capitale aussi dans les disques sont sublimes. Moi, j'ai pas eu la chance de l'écouter au concert, en dépit de mon âge avancé, mais c'était un pianiste. Ses enregistrements, pas seulement de Liszt, mais et lui aussi, d'ailleurs, il a peut-être souffert aussi de cette image de virtuose, alors que quand on réécoute ses disques aujourd'hui, c'est un immense pianiste d'une grande musicalité. Chaque note est habitée, et c'est vraiment un pianiste unique. Et donc au début, c'était plutôt avec Xifra et je m'initiais aussi à la sonate déjà très jeune. Juste, j'avais la partition et je commençais à la lire juste par curiosité. Et je me souviens aussi qu'à cette époque,
J'écoutais les notes du traducteur de Philippe Cassard et il avait consacré une émission à Franz Liszt, à la sonate. Et ça m'avait complètement fasciné parce que justement il faisait une lecture faustienne et j'étais là avec la partition et j'essayais de suivre et de comprendre chaque thème, chaque note, et à partir de là en fait ça s'est fait très naturellement et j'avais une grande passion, j'ai toujours eu pour cette musique. Parce qu'il faut dire, sans vouloir vous faire rougir, Gabriel Stern, mais enfin de toute façon on s'en fiche qu'on est à la radio, donc personne ne vous verra rougir. Votre interprétation est non seulement magnifique, mais à chaque fois il y a un son qui est... On sent que... Même, il n'y a jamais de dureté dans votre toucher, même dans les œuvres les plus spectaculaires, comme Mazeppa. On sent une recherche du beau son constamment. Mais ça, c'est quoi? Vous avez travaillé ça avec Nelson Gurner, des pianistes comme ça, qui même dans les moments les plus époustouflants arrivent toujours à faire de la musicalité. Oui, alors je pense que c'est dans la majeure partie du répertoire pour piano, c'est essentiel de faire résonner l'instrument enfin voilà, avec un beau son et donc c'est pas forcément propre à Liszt. C'est vrai que Liszt peut dans certaines études enfin voilà, ça peut être un peu plus difficile de contrôler certains aspects dans les gradations, parce que ça demande une très très grande palette aussi dans des études comme Mazeppa ou Harmonie du soir aussi, qui sont très très sonores. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un travail perpétuel. Le son, c'est un travail de tous les jours et je suis heureux qu'on le perçoive dans ce disque. Et voilà, alors, ce disque paru pour le label Mirare, vous l'aviez enregistré. Alors attendez, au moment où je parle, je cherche les explications sur le lieu de l'enregistrement. À la Chaux-de-Fonds. Oui, endroit mythique donc, aussi. La salle de musique en Suisse. Mais c'est pas là où Arao d'ailleurs a enregistré, mais peut-être que je m'égare aussi. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas enregistré des disques, mais oui, c'est possible. Donc il y a l'ombre de... Il y a énormément de pianistes d'enregistrement qui ont été faits dans cette salle justement pour son acoustique. Et alors, vous allez jouer dans la Grange de Melay, vous allez jouer à la Roque d'Enterron, dans des lieux où les pianos sont spécialement formidables et souvent d'ailleurs accordés par Denis de Winter, qui est toujours je crois qu'il s'est occupé du piano avec lequel vous interprétez ce disque. Mais imaginons, sans citer de nom, que vous vous retrouviez dans un lieu où le piano vous plaît moyennement, vous ne vous retrouvez pas dans des circonstances optimales. Ça peut être aussi intéressant d'essayer de chercher un son avec un piano qui n'est pas celui que vous espériez. Oui, à partir... Une quête de votre son à vous. Alors c'est vrai que c'est mieux d'avoir oui, non, bien sûr. l'instrument idéal, mais c'est pas toujours à partir le cas. Du moment où l'instrument répond un minimum au geste, c'est toujours possible de faire une recherche du son et d'aboutir à quelque chose de peut-être différent, mais proche de ce qu'on entend. Après, voilà, tout en gardant la proportion de l'instrument, et voilà. Gabriel Stern, donc je disais, votre premier disque était consacré au Vadilation Goldberg, celui-là paru pour Mirare est consacré à ces 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt. Donc c'est un peu, vous êtes hanté par Liszt en ce moment, vous êtes beaucoup autour de ce répertoire, de ce programme. Vous avez d'autres idées ou on ne peut pas encore parler d'idées prochaines pour d'autres répertoires que vous allez aborder en mettant de côté pour un temps ces études d'exécution transcendante qui vous accompagnent depuis un moment? Pour le moment, j'ai pas d'idée précise. Vous avez besoin de vous investir totalement dans ce projet, mais si à un concert vous ne jouez pas les 12, que vous en jouez par exemple 6 ou certaines, est-ce que vous avez une idée d'un compositeur que vous pourriez interpréter au même concert, qui pourrait se mettre en regard de ces œuvres si particulières et si uniques de Franz Liszt? Ça peut être très, très diversifié. Je peux penser, je sais pas, à Prokofiev ou à Messiaen. J'aime bien le 20e avec Liszt.
Mais ça peut aussi être Schumann, enfin je sais pas, ça peut être très... Et on parlait très de Bach. Oui. Bach, à votre avis, ça... Parce qu'il y a aussi, enfin, sans tomber dans le cliché, ces œuvres que Liszt a écrites en s'inspirant de cantates de Bach. Oui, c'est aussi, bien sûr, c'est aussi possible. Je cherche pas à vous vendre des idées, j'ai aucun intérêt dans l'affaire, Gabriel Stern. Non, mais justement, c'est des questions très intéressantes de se poser, de construire des programmes, c'est quelque chose de très important. Et là, j'ai pas, je vous cueille aussi à froid. D'idée précise, justement, parce que j'ai vraiment l'habitude de jouer le cycle. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément... D'ailleurs, je l'ai jamais encore joué sans jouer les 12. Ah oui, donc c'est quand je jouais les 12, je jouais plutôt du Liszt avant aussi. En fait, j'ajoutais un peu de Liszt. Quoi, un Liszt plus contemplatif Oui, ou même certains sonnets de Pétrarque ou voilà, des œuvres ou funérailles ou des extraits des harmonies poétiques et religieuses. Et alors, quand vous interprétez un compositeur, quel qu'il soit, est-ce que vous plongez dans toute la littérature qui le concerne, ou alors pour vous l'œuvre est complètement indépendante de l'artiste et vous voulez, enfin, pour vous, on n'est pas forcé de s'imprégner totalement de la biographie. C'est important de le faire, en tout cas quand c'est possible. Je trouve que c'est très intéressant et ça apporte beaucoup à l'interprétation et en tout cas à l'inspiration. Et c'est ce qui me plaît beaucoup chez Liszt, c'est qu'on peut justement puiser dans beaucoup de domaines, que ce soit la peinture ou la sculpture, parce qu'il y a aussi des œuvres des années de pèlerinage qui sont inspirées par certaines sculptures. Donc c'est vrai que ce soit la poésie, enfin à chaque fois on peut avoir différentes références, ou la référence à Faust ou d'autres, voilà, et c'est très nourrissant, bien sûr. Mazeppa, je crois que c'est la seule de ses études que Liszt a transcrite pour l'orchestre. D'ailleurs c'est un beau poème symphonique, mais j'ai pas le même bonheur à l'écouter que la version pour piano. J'espère que je ne heurte personne. Et vous l'avez écouté, transcrit à l'orchestre, pour le rejouer au piano alors oui, j'ai fait cette démarche dans un sens pour voir si ça pouvait m'apporter quelque chose de plus au niveau de l'écoute, et j'ai pas forcément ressenti ça. En fait, la version pour piano se suffit tellement elle-même. riche, oui, c'est ça. Parce qu'il y a toute cette résonance et c'est vraiment merveilleusement écrit pour piano. Enfin, ça sonne très 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 bien, et j'ai l'impression que toutes ces cascades d'octaves ou ces choses-là jouées par des cordes, ça fait pas le même effet en tout cas. Ah bah moi, sans démagogique, c'est beau, mais ça ne vaut pas l'original. Enfin, en tant qu'auditeur, on n'a pas le même bonheur, la même plénitude, et on ressent pas la même nécessité que quand on vous écoute ou d'autres grands pianistes interprétés au piano. Gabriel Stern, on n'a pas parlé des photos de ces disques qui sont prises par un de vos confrères musiciens, Lyodo Kaneko. Alors lui, c'est un phénomène parce qu'il est à la fois violoniste, membre d'un quatuor, membre de l'Orchestre national de France, et il prend beaucoup de photos de musiciens, de plus en plus. Et elles sont très très belles, ces photos. On vous voit dans la pénombre souvent. Ça, c'était un choix commun Oui, c'est ça, un choix commun. Accompagne ce disque. Pour vous, c'est une musique, justement, il y a un côté nocturne dans ces musiques qui sont pourtant quand même très spectaculaires Il y a en fait quelque chose quand même de l'ordre du mystère qui que je ressens en tout cas, et que justement je peux pas tellement expliquer, mais d'où cet aspect un petit peu sombre, peut-être qui correspond aussi en tout cas à ma personnalité au moment de l'enregistrement, et voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui... il y a quand même encore des préjugés sur Liszt, sur une virtuosité qui serait gratuite ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui, après des concerts, viennent vous voir en vous disant je pensais pas que c'était aussi beau ou aussi émouvant pour certaines œuvres Oui, j'ai eu certains retours justement de mélomanes qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter beaucoup la musique de Liszt, qui ont été très agréablement surpris, notamment par le fait que ça soit des études aussi.
Et voilà, il y avait une attente plus portée sur la réalisation, on va dire. Et justement, il y a une telle palette d'émotions dans ce cycle que oui, j'ai reçu pas mal de retours comme ça. Mais alors, elle s'appelle Études d'exécution transcendante. Au départ, je crois qu'il devait y en avoir 48, finalement, il y en a 12. Mais il y a un caractère d'étude quand même. Est-ce que chacune apporte quelque chose, ou alors ce sont des œuvres qui sont chacune en soi une œuvre pianistique indépendante, qui n'a pas un but pédagogique, qu'il a utilisé le mot étude sans but particulier C'est vrai que d'une étude à l'autre, on a certaines formules qui reviennent. Alors les difficultés sont pas tout à fait identiques parce que je donne un exemple, entre les octaves de Mazeppa et les octaves d'Eroica, par exemple, le geste est complètement différent et demande une maîtrise vraiment différente de la part de l'interprète, y compris pour le son, parce que le son voulu par Liszt dans les deux, ne serait-ce que par l'indication de staccato dans la pédale qui est celui d'Eroica, et l'indication beaucoup plus aiguisée de Mazeppa est beaucoup plus surprenante et peut-être violente dans un sens. En tout cas, d'un aspect moins opératique, dans Mazeppa plus instrumental. Voilà, ça c'est un exemple de deux techniques qui se répètent, qui se rejoignent, mais qui posent un problème différent, parce que en fait tout est lié au son et au caractère de chaque étude. Donc en fait, je crois que c'est justement là la difficulté du cycle, c'est de trouver, même avec des difficultés parfois similaires, de trouver justement le son nécessaire, et justement de jamais se répéter, même quand le matériau se répète. Alors c'est souvent le cas comme ça dans les études, parce qu'on trouve souvent chez Liszt cette technique d'octave ou les techniques d'accord, où voilà, donc il y en a une qui ressemble à aucune autre, c'est Feu Follet, évidemment, ou Chasse-Neige. Un de mes chouchous. Voilà. Chasse-Neige, avec aussi l'écriture en trémolo, mais encore une fois, c'est pas une étude pour trémolo, c'est-à-dire que les trémolos en soi, ils sont là, mais le trémolo est un paysage, c'est vraiment un tapis sonore qu'il faut rendre quasiment transparent. Donc c'est un travail de son, vraiment. C'est pas en réussissant à faire le trémolo qu'on arrive à faire le... Ouais. Voilà, en tout cas, vous avez réussi les trémolos et l'interprétation, Gabriel Stern, c'est un vrai bonheur. Que ce disque qui vient de paraître pour le label Mirare, les 12 études d'exécution transcendantes de Franz Liszt, que vous donnerez à la Grange de Melay le 26 juin et en d'autres lieux tout au long de l'été, et puis ces concertos de Liszt que vous donnerez aussi à la Roque d'Enterron, un concert. Il y aura également Nelson Görner. Bref, une riche actualité à suivre qui vous concerne, Gabriel Stern. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. C'est moi qui vous remercie. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Gabriel Stern, je vous propose de l'écouter interpréter quelques études d'exécution transcendantes de Franz Liszt. On commence par le prélude, on continue par Mazeppa, puis les merveilleux Feu Follet, puis Vision et enfin Chasse-Neige. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs-d'œuvre magnifiquement interprétés. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.
to